Bonjour à tous, ravi de vous retrouver cette semaine en compagnie de Stanislas Berthon. Bonjour Stanislas. Bonjour Pierre. Stanislas, vous êtes ancien chef d'entreprise, vous vous consacrez aujourd'hui à l'analyse économique et à la gestion des risques. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages que vous êtes venu nous présenter en plateau, La France retrouvée et L'homme et la cité, dont vous publiez le 4e tome. Je précise à nos téléspectateurs qui peuvent lire chacun des ouvrages de Stanislas dans l'ordre qu'ils veulent. Donc, Stanislas Berthon, L'homme et la cité, volume 4. Dans cet ouvrage, vous nous dites que l'Occident est frappé par une guerre hybride dont l'intensité est telle que plus personne ne peut l'ignorer, cette guerre. Mais où voyez-vous cette guerre au juste? Quels en sont les effets? On la voit un peu partout et je pense qu'elle a été rendue visible à beaucoup avec ce qui s'est passé avec la crise de Covid à partir de 2020 et tout ce qui s'en est suivi. Mais on la voit aussi à travers d'autres aspects, par exemple la propagande incessante sur le changement climatique qui conduit beaucoup de gens à accepter qu'on renie leur liberté, la perte du niveau de vie, la peur de se projeter dans l'avenir. Par exemple, de plus en plus de jeunes qui ne veulent plus faire d'enfants, par exemple. Voilà, ce sont l'appauvrissement généralisé. On voit l'effondrement de l'activité économique, la paupérisation de la classe moyenne. Tout ça, ce sont des effets d'une guerre hybride, c'est-à-dire une guerre qui se déplace sur d'autres terrains que le seul terrain militaire. Alors, on voit quand même qu'une majorité de Français continuent à vivre leur vie comme si de rien n'était. Comment vous expliquez que les Français soient un petit peu continuent à vivre un peu comme dans la troisième dimension? Alors ça, c'est une des caractéristiques d'une guerre hybride, c'est-à-dire que c'est des guerres dont, quand elles sont bien faites, les gens n'ont pas conscience que la guerre leur est menée. Donc il faut déjà endormir la vigilance de l'adversaire, qui ne perçoivent pas qu'il est l'objet d'une attaque et d'une guerre. Donc ça fait partie des fondements théoriques de la guerre hybride. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que les Français sont victimes d'opérations très sophistiquées d'ingénierie sociale qui passent par les médias. Donc l'ingénierie sociale, c'est la modification furtive des comportements. Donc en fait, par ces deux biais-là, en fait, les gens sont dans ce que j'appelle la prison cognitive. Et tout l'enjeu de mon travail et de ce qu'une chaîne comme TV Liberté peut faire, c'est d'aider justement les gens à sortir de cette prison cognitive et à prendre conscience de la guerre et des attaques dont ils font l'objet. Alors, ceux qui n'auront pas encore pris conscience de cette guerre hybride pourront facilement vous trouver un peu paranoïaque, un peu illuminé, voire complotiste, comme c'est à la mode de le dire. Qu'est-ce que vous leur répondrez à cela? Je leur répondrai, lisez mes livres, où vous trouverez tous les éléments sourcés, factuels, qui viennent étayer ce que je suis en train de vous dire. Suivez mon travail de réinformation, où à peu près chaque jour, j'essaye de donner des éléments qui vont dans ce sens, qui essayent de décrypter ce qui se passe. Je vais même jusqu'à poster des conférences de gens qui parlent de cette guerre hybride, qui la théorisent, donc montrer qui sont les architectes de cette guerre hybride. Et puis je dis aux gens, continuez à regarder TV Liberté. Je pense qu'il y a énormément d'intervenants qui vont vous donner des éléments en ce sens. Alors, de cette guerre, vous dites qu'il s'agit d'un plan de destruction méthodique de nos sociétés. Vous le disiez à l'instant, qui sont ces organisateurs de cette guerre? Alors, il faut remonter un peu dans le temps, c'est-à-dire que la source du mondialisme, de ce que j'appelle le mondialisme, c'est une oligarchie bancaire qui a réussi à prendre le contrôle de la création monétaire. Donc ça commence avec la dynastie des Rothschild au 18e, qui vient d'Allemagne, qui vient de Francfort. Après, ils vont se déplacer au 18e, 19e en Angleterre. Ils vont avoir la City de Londres, qui va être vraiment le cœur financier, c'est encore le cas aujourd'hui, de leur système. Et ensuite, à partir du 20e, ils vont se rendre compte, début 20e, ils vont se rendre compte que l'Empire britannique, en fait, est trop petit pour leurs ambitions de domination mondiale. Et ils vont utiliser les États-Unis comme multiplicateur de puissance. Donc aujourd'hui, c'est l'Empire américain avec son armée, qui est le bras armé avec l'OTAN, qui est le bras armé de ce système mondialiste. Alors là, je résume un peu rapidement, mais en gros, l'idée, c'est ça. Alors, vous allez au-delà de cette famille, en tout cas pour le 19e et le 20e siècle, vous évoquez des noms comme Ruskin, Rhodes, Cecil Rhodes, Alfred Milner, House, le colonel House, qui était le conseiller spécial du président Wilson, ou encore Weizmann, qui a été, si mes souvenirs sont bons... directeur des services secrets britanniques au début du XXe siècle. Donc ceux-là, expliquez-nous un petit peu quel est leur projet
Oui, alors eux font partie de cette oligarchie britannique, donc liée notamment aux Rothschild et à tout ce qui tourne autour de la Banque centrale d'Angleterre, qui est créée en 1694. Et si vous voulez, par exemple, Cecil Rhodes, c'est, je dirais, l'ancêtre de Klaus Schwab. C'est-à-dire que Cecil Rhodes, c'est un impérialiste britannique qui dit explicitement, je le cite dans le livre, il dit que l'Empire britannique doit régner sur le monde et partout où nous sommes, mieux le monde se porte, c'est lui-même qui le dit. Il va avoir cette idée de génie, c'est de dire il faut recruter les élites et les mettre au service de notre projet. Donc il va faire en fait ce qui s'appelle aujourd'hui les Young Global Leaders, c'est la même idée, c'est-à-dire on va repérer des gens dans les grandes écoles, dans les écoles d'élite, et on va les mouler, on va les mettre au service du projet mondialiste. Donc, à l'époque, ça s'appelait la table ronde de Milner, vous devez le citer. Aujourd'hui, c'est les Young Global Leaders de Klaus Schwab. Et Klaus Schwab qui dit en 2017, avec mes Young Leaders, nous avons pénétré tous les gouvernements de la planète. C'est une vidéo à Harvard en 2017, à Harvard, grande école américaine. Donc en fait, il y a une stratégie qui est établie au 19e et qui continue jusqu'à aujourd'hui et qui explique pourquoi, dans le monde entier, on a les mêmes élites qui disent les mêmes choses et qui appliquent le même projet. Voilà. Alors, les objectifs de ce mondialisme, de cette guerre, est-ce que vous pouvez nous les développer un peu ? Oui, alors le principal objectif, c'est la gouvernance mondiale. C'est-à-dire, c'est la destruction des États-nations et la destruction de la souveraineté politique et de l'autonomie politique des peuples et des nations. Ça, c'est l'objectif politique principal. Après, il y a un objectif plus social et culturel. C'est la destruction des cultures, des religions et des identités traditionnelles. Et après, il y a d'autres éléments annexes. C'est la fin de la propriété privée, la dépopulation. Ça, c'est leur obsession malthusienne. Il y a trop d'humains sur Terre, il faut réduire le nombre de gens. Et c'est la promotion de normaliser les déviances, comme par exemple la pédophilie. Et c'est notamment, quand vous dites la destruction des cultures, des religions traditionnelles, particulièrement le catholicisme et l'islam. Oui, alors le christianisme, qui est vraiment leur obsession, et dans une moindre mesure aussi l'islam, oui, tout à fait. Alors, quels bénéfices les organisateurs de l'idéologie mondialiste tireraient-ils de cette guerre qu'ils mènent contre les peuples ? C'est une satisfaction, je dirais, narcissique, c'est-à-dire que de leur point de vue, le monde se divise entre eux, les maîtres, les initiés, les élus, et le reste du monde qui a vocation à être leurs esclaves. Vous parliez à l'instant du christianisme, c'est la négation d'un des piliers du christianisme, qui est l'égalité spirituelle des hommes devant Dieu. Pour eux, il n'y a pas ça. Il y a ceux qui sont la caste des maîtres et il y a ceux qui sont les esclaves. Et quand on lit ce que pensent ces gens-là, ils nous voient littéralement comme du bétail. Un bétail à gérer, à exterminer si le cheptel est trop important. Mais en tout cas, ils nient notre dignité qu'un croyant pense qu'il nous est donné par notre Créateur. Mais c'est quand même très difficile pour une personne lambda de comprendre le logiciel qui guide ces personnes. Quelle est leur idéologie de fond ? C'est ça, c'est le mépris du genre humain. Est-ce que c'est religieux ? Est-ce que ça correspond à une croyance religieuse ? Alors il y a un élément de ça, c'est-à-dire que eux... Quand on entend par exemple Emmanuel Macron en interview avant son élection en 2017 nous dire « oui, il y a une transcendance ». Oui, alors on va peut-être y revenir un peu plus tard dans l'émission, mais oui, eux, ce qu'ils pensent, c'est qu'ils ont une religion inversée, et ça va peut-être choquer nos auditeurs, mais celui qu'ils adorent, en fait, c'est le diable. Et ils ne s'en cachent pas, c'est-à-dire que eux voient vous savez, on va rappeler à nos auditeurs, Lucifer, c'est un ange qui s'est révolté contre Dieu, donc eux s'identifient, entre guillemets, le méchant de l'histoire pour eux, c'est Dieu, et le gentil, c'est le diable. C'est-à-dire que c'est le diable qui a bien fait, qui s'est révolté et qui veut avoir, et eux-mêmes veulent devenir des dieux. C'est-à-dire que leur objectif, c'est ça, c'est de devenir des dieux, de se révolter contre Dieu et de prendre sa place. Alors ça peut sembler fou, mais c'est ce qu'ils croient. Alors l'idéologie, en tout cas politique, sous-tendue en dessous de ce projet, c'est ce que vous appelez le socialisme technocratique. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va expliciter les deux termes. Le socialisme, dont je pense que beaucoup de gens le comprennent, mais c'est ce que j'expliquais il y a quelques instants, c'est la collectivisation de tous les éléments de la vie en société, c'est-à-dire le logement, le transport, l'éducation des enfants. Enfin, en fait, c'est nous priver de toute souveraineté et tout mettre entre les mains de l'État, mais un État qui sera contrôlé par cette élite. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs au temps du communisme, où en fait tout le monde était soi-disant égal, mais en fait il y avait une petite élite qui tirait les ficelles et qui qui vivait dans le confort, le luxe. Mais les etc. Français peuvent toujours acquérir une maison, faire un prêt pour avoir une maison. Le droit de propriété existe toujours. Alors jusqu'à quand ? Parce que je vous rappelle qu'il y a des propositions qui sont en cours pour justement, à travers l'histoire du changement climatique, des passoires thermiques, etc., de dire que en fait, être propriétaire, ça devient de plus en plus compliqué, vous avez de plus en plus de contraintes, et on pousse de plus en plus les Français vers l'économie de la location. Je
Je crois d'ailleurs que c'était il y a quelques années, Madame Wargon, je crois, qui était, si je ne dis pas de bêtises, ministre du Logement, qui disait il faut en finir avec l'habitat individuel puisque c'est pas bon pour la planète. Donc c'est par ce biais-là qu'ils vont essayer. Mais c'est la même chose, vous voyez, comment on décourage les automobilistes, on s'attaque aux vieilles voitures, etc. Donc ça se fait progressivement. Et dans mon livre, les auditeurs trouveront un essai qui parle de ça, qui dans leurs mots, donne cette vision du projet. Ce projet mondialiste, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, vous le qualifiez de diabolique. C'est difficile à comprendre pour des gens qui ne sont pas croyants, qu'on leur impose cette idée d'un projet qui serait diabolique. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette tournure d'esprit ? Oui, alors comment on peut l'expliquer ? Je dirais, il faut voir ça. Si on enlève le côté religieux, le diable, Dieu, etc., c'est qu'il y a une culture de mort et une culture de vie. C'est-à-dire que ces gens-là ont le culte de la mort, de la destruction, du sacrifice. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire, et quand vous voyez les politiques qu'ils mettent en place, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est l'avortement, c'est l'euthanasie, c'est la destruction de tout ce qui est activité économique. En fait, ils nous entraînent dans le gouffre. Et eux pensent que c'est justement de ça que va venir le salut. Donc ça peut sembler délirant, c'est tout l'inverse des religions, on va dire, traditionnelles et révélées, qui promeuvent la vie, qui promeuvent la création, qui promeuvent je dirais, des forces positives. Eux sont des destructeurs. Il faut pousser à la transgression aussi, expliquez-vous, et le projet in fine étant le transhumanisme. Exactement. Le fait d'implanter de l'informatique pour transformer l'homme. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais il y a quelques instants, c'est prendre la place de Dieu donc, et transgresser toutes les limites. C'est ça le projet mondialiste, c'est la transgression de toutes les limites. Donc ça se voit au niveau corporel, ça se voit au niveau moral, c'est-à-dire de la promotion de toutes les déviances. On peut même aller jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui avec le transgenre, puisqu'en fait il n'y a plus de genre biologique établi, c'est je me sens homme, je me sens femme, je me sens fox terrier, pas de problème. C'est ma subjectivité. En fait, il rejette la réalité objective, parce que la réalité objective, c'est la création, c'est ce que Dieu a fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les moyens qui sont employés par le personnel mondialiste pour mener sa guerre ? Oui, alors il y en a, je l'ai dit au début, c'est le premier moyen, c'est le contrôle de l'argent. C'est vraiment ça, parce que c'est ça qui leur donne les moyens à la fois de créer leur projet et de corrompre les gens. Parce que ça repose énormément sur la corruption, et comme ils ont des sources quasiment infinies d'argent, ils peuvent acheter les gens. Et ensuite, la deuxième étape, c'est l'infiltration. C'est-à-dire qu'ils corrompent, ils forment, je l'ai expliqué avec la corruption des élites, et ensuite, donc, ils mettent des gens corrompus à l'intérieur des institutions. Alors ça peut être les institutions politiques, mais ça peut être l'université, ça peut être la santé, ça peut être le monde intellectuel, ça peut être le monde de l'édition, enfin ça peut être la justice, ça peut être tous les endroits où il y a des leviers de pouvoir, et ils vont l'infiltrer parce qu'ils ont compris que c'est beaucoup plus efficace d'infiltrer un système plutôt que de le conquérir de manière visible. Oui, des moyens plus détournés que frontales. Et qu'on peut nier, parce qu'ils peuvent toujours dire, quand vous êtes occupé, quand des soldats ennemis défilent dans la rue, voilà, vous êtes occupé, ça se voit. Là, vous pouvez occuper un système et dire « Ah non, c'est le hasard, non, moi je n'y suis pour rien, il agit de son propre chef, etc. » Donc c'est beaucoup plus difficile à saisir. Et une subversion aussi qui passe par le droit, dites-vous. Oui, absolument. Ça, ils sont en train de faire une offensive là-dessus. Ça, je rends hommage d'ailleurs à Valérie Bugeaud, que vous avez souvent reçu ici, qui a évoqué ce sujet, la guerre du droit. Ils sont en train d'essayer d'imposer, je parlais de l'influence des anglo-saxons, c'est d'essayer de remplacer le droit européen dit continental, donc qui est héritier du droit romain et du droit canon, enfin des principes de l'Église, par le droit anglo-saxon. Alors les auditeurs diront, oui, la belle affaire, mais la spécificité du droit anglo-saxon, c'est qu'il permet de faire de tout une marchandise et qu'il supprime le droit public, c'est-à-dire que tout devient privé, tout se négocie, tout se vend, tout s'achète. Et ça, c'est leur vision du monde, parce qu'elle les arrange, puisque comme ils ont l'argent, si tout se vend et tout s'achète, ils peuvent tout contrôler. Une subversion du droit initiée avec la Révolution française, et puis après, avec le 19e siècle. Vous utilisez tout à l'heure, Stanislas Berton, un terme qu'on a souvent retrouvé dans la bouche des invités de TVL, notamment Lucien Seury, c'est celui de l'ingénierie sociale. Qu'est-ce que c'est l'ingénierie sociale ? On l'a dit au début, un petit peu rapidement, c'est la modification furtive des comportements.
C'est-à-dire qu'on va changer vos perceptions, on va changer vos opinions, mais sans que vous vous en rendiez compte. Alors ça peut se faire par beaucoup de choses. Ça peut se faire par les incitations. Par exemple, si vous êtes, je donne un exemple, dans une entreprise, vous touchez un bonus si vous effectuez telle ou telle tâche. Donc mécaniquement, les gens vont, parce qu'ils veulent gagner plus d'argent, ils vont aller dans ce sens. C'est comme une incitation fiscale. Ça peut être aussi par la propagande des médias ou de la culture pop, tout ce que vous voyez dans les films. Je vais prendre un exemple. Comment, par exemple, le cinéma a banalisé l'homosexualité. Avant, dans les années 50, c'était impensable de montrer un homosexuel dans un film, même une personne divorcée. Petit à petit, on en a mis un, et puis deux, puis trois, et puis à la fin, il y avait toujours un personnage. Et petit à petit, on habitue les gens à ça. On habitue les gens à une nouvelle réalité. C'est ce qu'on a vécu aussi avec le Covid. Le pass sanitaire nous a habitués à montrer patte blanche, à accéder à certains endroits où on devrait avoir le droit d'accéder, par exemple un hôpital, et maintenant il fallait montrer qu'on avait le pass. Et ça, c'est une manière d'ingénierie sociale de nous habituer à ce qui arrivera par la suite quand le contrôle sera encore plus étroit. On a vu aussi lors de ces législatives, après que le chef de l'État ait décidé la dissolution, une encore plus grande division du corps politique. Est-ce que ça fait partie aussi d'un moyen d'ingénierie sociale ? Absolument, le diviser pour mieux régner. C'est une technique, c'est un adage que tout le monde connaît. C'est une technique du mondialisme absolument redoutable. Qui est utilisée, et c'est la division du corps politique. On n'essaye plus de trouver ce qui rassemble les gens, mais on essaye toujours de les diviser et de les dresser les uns contre les autres, et au passage sans jamais désigner l'ennemi commun. Et alors, vous allez aussi sur ce qu'on appelle les ESG, les critères sociaux et environnementaux. Qu'est-ce que c'est ? Qui les veut, ces critères ? Alors, pour les auditeurs, en fait, c'est des critères qui sont imposés par les grands fonds d'investissement, type BlackRock, Vanguard, aux grandes entreprises. Donc, les entreprises ne vont plus être évaluées uniquement sur leur performance économique, leur rentabilité, leur profit, mais est-ce qu'elles défendent, par exemple, le zéro carbone ? Est-ce qu'elles ont des équipes diverses et inclusives ? Et ça va passer dans énormément de choses. Et moi qui j'ai travaillé une partie au début de ma carrière dans le jeu vidéo, c'est par exemple en train de devenir dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'avant, on va vous mettre une femme noire comme héroïne, on va vous mettre même maintenant des personnages obèses, transgenres, etc., auxquels les gens ne s'identifient pas, même parce qu'il faut satisfaire ces critères ESG. C'est la montée en puissance de ces minorités organisées. Exactement. Alors elles sont organisées. Est-ce que c'est mal en fait de voir un homosexuel à la télévision ? Personne va dire c'est épouvantable de voir une personne obèse ou... Quel est le but, in fine ? Le but, c'est de saper la normalité. C'est-à-dire qu'il faut que ces personnes-là ont toujours existé, bien sûr, mais là, elles sont présentées comme des modèles, et elles vont même jusqu'à éclipser les personnes qui représentent la norme doit disparaître, la vérité doit disparaître. Voilà, c'est ça. La norme doit disparaître, et en fait, c'est le cas particulier qui devient la norme. Exactement. Alors, vous citez les travaux de ce psychothérapeute, britannique, James Davies, qui souligne une augmentation spectaculaire des troubles mentaux, particulièrement en Occident. Comment ça se caractérise ? Alors ça se caractérise par déjà la dépression qui frappe les Occidentaux. On sait notamment que la France est un des pays où les gens sont les plus grands consommateurs d'anxiolytiques. Ça se voit aussi à travers la peur de l'avenir, puisque les gens ne veulent plus faire d'enfants. Et ça, c'est vraiment la marque. Les enfants, c'est l'espoir, c'est l'avenir. Donc ne plus vouloir faire d'enfants, c'est ne plus croire en l'avenir. Donc il y a ça, et il y a aussi, bien sûr, dans le monde du travail, la multiplication des arrêts de travail, des burn-out, enfin tout un ensemble de phénomènes. Et ce qu'explique James Davies, c'est que, en fait, au lieu d'attribuer ces phénomènes à un problème systémique, c'est-à-dire c'est la façon dont le monde, par exemple, du travail fonctionne. Vous dites c'est la nocivité du système socio-économique qui est à l'origine de ces burn-out, et où, par exemple, aux États-Unis, on voit ces gens traîner comme des zombies parce qu'ils ont pris du fentanyl, enfin des drogues épouvantables. Oui, alors ça c'est un autre élément, ça c'est la corruption du monde médical qui a prescrit ces opioïdes extrêmement puissants, mais ça c'est un aspect, mais il y a aussi le fait qu'on demande, par exemple dans le monde du travail, aux gens de faire de plus en plus de tâches avec de moins en moins de moyens pour le faire et des exigences de rentabilité de plus en plus fortes, y compris dans les services publics. Donc James Davies, qui est anglais, donne des exemples tirés du monde anglo-saxon, mais c'est aussi le cas en France, avec des ravages notamment sur les services publics. Alors vous citez d'ailleurs les travaux à cette occasion de Ted Kaczynski, lui, qui dénonçait dans un ouvrage les modifications du corps humain pour s'adapter à la société. Alors que ça devrait être l'inverse, ça devrait être la société. Et est-ce que Ted Kaczynski, on connaît un petit peu le personnage, est-ce que c'est la meilleure personne à citer ?
Je dirais il avait eu, malgré tous ses défauts et ses excès, il avait compris que le système technologique dans lequel on vit, en fait, conduit à la destruction du corps humain et construit, c'est ce que explique l'essai que je traduis dans le livre, c'est que, en fait, l'être humain n'étant plus adapté à l'environnement dans lequel il vit, la solution que nous proposent les mondialistes, c'est devenez transhumaniste. Ajouter des composants à votre corps qui vont faire que vous êtes adapté à cette nouvelle société. Et quelqu'un comme Tassiski dit c'est l'inverse. Il dit au contraire, on doit adapter la société à nos besoins fondamentaux d'être humain. Et donc c'est ça qui est et il dit redevenons des hommes sauvages. Et ça c'est quelque chose de très important parce que j'en parlais dans mon dernier livre, on est à la fois dans une domestication et dans une infantilisation de la population. Les gens ne sont plus capables de réagir parce qu'ils sont justement infantilisés et surtout domestiqués. Ils n'osent plus utiliser notamment leur force et leurs instincts vitaux. C'est le développement des jeux vidéo, c'est le développement des trottinettes. Alors ça, c'est plutôt, je dirais, un symptôme. Moi, je dirais que ça commence dès l'école, puisqu'on sait, et tous les gens qui ont fait des études supérieures le savent, ou s'ils ont un regard critique, c'est qu'on n'encourage pas la vraie intelligence, on encourage la mémorisation, on n'encourage pas le caractère, on encourage la docilité. Donc on est déjà sélectionné à l'école. Oui, c'est ce que Charles Gave explique. On a des très bons élèves dans ces grandes écoles parce qu'ils ont des mémoires de cheval, mais ils ne sont pas capables de créer une entreprise par eux-mêmes. Voilà, et ils sont surtout dociles. C'est-à-dire qu'ils n'iront pas se révolter parce qu'ils savent qu'ils seront sanctionnés. Et vous dites les hommes deviennent des eunuques castrés, domestiqués et dociles. Exactement. Est-ce que les scientifiques... Alors, on ne peut pas généraliser en disant les scientifiques, mais est-ce qu'ils jouent un rôle, certains d'entre eux, dans cette guerre hybride ? Absolument, et vous avez tout à fait raison de le souligner, parce que c'est un aspect qui est trop peu souvent évoqué, c'est-à-dire que le projet mondialiste, j'en ai parlé au début, il remonte à loin. Et en fait, pendant longtemps, ils n'ont pas eu les moyens de leurs ambitions, c'est-à-dire cette gouvernance mondiale, cette surveillance généralisée. En fait, ils voulaient le faire depuis très longtemps, mais il leur manquait les moyens technologiques de le faire. Et à partir du XXe siècle, et notamment de l'après-guerre, la science leur a donné ces moyens technologiques. Je vais citer quelques exemples. Par exemple, vous avez quelqu'un comme Charles Lieber. Charles Lieber, c'est un des pionniers des nanotechnologies injectables. Donc, on pense à tout ce qui est vaccin, etc. Vous avez quelqu'un comme Ralph Baric, qui est virologue, qui est aussi lié à toute l'affaire du Covid, donc qui est sur la recherche sur le gain de fonction. Je cite quelqu'un dans mon livre, c'est James Gordiano, qui travaille sur les technologies de contrôle mental. Et quand vous lisez ça, vous dites, mais c'est pas possible, c'est de la science-fiction. Mais est-ce que vous avez la preuve aujourd'hui que des nanotechnologies pourraient se retrouver dans des vaccins pour des gosses ou pour n'importe qui ? Alors ça, c'est un vaste sujet. Il y a beaucoup de débats autour de cette question. Il y a des gens qui ont fait des analyses au microscope qui disent on trouve des choses bizarres qu'on ne devrait pas trouver dans certaines fioles, même dans des anesthésiants, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui disent les gens qui trouvent ça sont des charlatans, en fait ce sont des artefacts, etc. Donc il y a tout un débat aujourd'hui autour de ça. Mais il y a une chose où moi je peux parler de ce que je connais et sur quoi j'ai travaillé, c'est qu'en tout cas la technologie existe. Ouais. J'en parlais l'autre jour avec un journaliste indépendant, Brice Perrier, qui explique que une étude est actuellement en cours pour démontrer si ces vaccins ARN peuvent modifier notre ADN, mais l'étude existe, mais encore, on n'a aucun résultat, et donc rien qui puisse nous permettre de dire que ces vaccins sont dangereux pour l'être humain à long terme. En tout cas, moi je peux citer James Gordiano dans mon livre qui dit « Nous avons aujourd'hui des nanotechnologies qui peuvent être injectées, frottées, ingérées et qui peuvent migrer directement dans le cerveau et qui peuvent permettre la lecture des impulsions magnétiques du cerveau en temps réel. » Alors, vous citez aussi ce personnage extrêmement important dans votre ouvrage, Stanislas Berton, c'est James Warburg, banquier américain, conseiller financier du président Franklin Roosevelt. Il disait ceci, on était en 1950, nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir si nous l'aurons par le consentement ou par la conquête. Alors, vous l'évoquiez un petit peu au début de cet entretien, la formation de ce gouvernement mondial, où en est-on, où en sont-ils ? Alors ça, c'est ce que je décris justement dans le livre, c'est que pour moi, ce projet aujourd'hui est mis en échec. C'est-à-dire que le projet de gouvernance mondiale est mis en échec notamment par deux pays qui sont la Russie et la Chine. Alors après, il y a beaucoup de nuances à apporter sur un sujet, on le fera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, la Russie et la Chine ont dit « nous,
on ne veut pas d'une gouvernance globale. C'est-à-dire que vous devez composer avec nous. Il y a les intérêts de la Chine souveraine, il y a les intérêts de la Russie souveraine, et vous devez prendre ça en compte. Donc on est aujourd'hui plutôt dans une logique, en tout cas, de multipolarité. Et ça a été très difficile pour les mondialistes de l'accepter. C'est-à-dire que cette dynamique-là, elle est présente quand même depuis longtemps. Vladimir Poutine, en 2007, à la conférence de sécurité de Munich, il dit pas les choses comme ça, mais il dit en gros l'unipolarité mondialiste est terminée. Donc il le dit dès 2007. Et donc l'information a mis du temps à arriver. Et là, aujourd'hui, c'est une réalité. Et il semblerait que le camp mondialiste, avec ce qui s'est passé en Ukraine, avec ce qui se passe aujourd'hui avec la Chine, les BRICS, le système de paiement alternatif qui est en train de se mettre en place, sont obligés d'acter la réalité d'un monde multipolaire. Alors, vous caractérisez les confinements, la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie comme des mouvements du mondialisme proprement dit. Qu'est-ce qui ressort de toutes ces manœuvres du mondialisme ? Ce qui ressort, c'est qu'à chaque fois, ils essayent d'avancer. C'est-à-dire, par exemple, le Covid, on a vu cette politique sanitaire, on a vu cette société de surveillance qui se mettait en place, on a vu peut-être cette volonté de dépopulation à travers les injections. La guerre en Ukraine, c'était la volonté justement d'utiliser ce pays comme tête de pont pour attaquer la Russie, ce qui est un projet de longue date du mondialisme. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression que, en fait, ça se retourne contre le mondialisme. C'est-à-dire qu'à chaque fois, depuis quelques années, ils tentent des offensives et ça se retourne contre eux. Par exemple, le Covid, combien de gens ont ouvert les yeux sur la corruption de l'industrie pharmaceutique, du monde de la santé, et beaucoup de gens vous diront aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne me vaccinerais pas. Ce qui était impensable encore il y a quelques années. Un autre exemple, peut-être même plus récent et plus frappant, ce qui s'est passé avec la cérémonie des JO. Avant, quand vous parliez du projet, la nature diabolique, même satanique de l'idéologie de nos élites, les gens vous disaient, mais vous exagérez, etc. Là, ils ont vu les transgenres barbus qui se trémoussaient devant des enfants, etc. Donc, là, il y a une prise de conscience qui se fait. On a l'impression qu'à chaque fois qu'ils avancent, en fait, ça se retourne contre eux. Donc ça, j'explique ça dans le livre. Pour moi, c'est une stratégie qui est mise en place pour retourner à chaque fois la force du mondialisme contre lui. Mais comment vous l'expliquez bien concrètement, le fait que ces manœuvres du mondialisme se retournent à chaque fois contre lui? Alors moi, ce que j'explique dans le livre, c'est que je pense qu'il y a des gens qui connaissent tout ça. On en avait parlé d'ailleurs dans un ancien Poléco. Il y a des groupes de gens qui connaissent ce projet mondialiste, d'ailleurs beaucoup liés à l'armée ou au service secret, et en fait savent qu'il y avait ce projet qui devait se dérouler jusqu'à l'horizon à peu près 2030, c'est l'agenda 2030, et qui ont anticipé, qui ont réussi peut-être à retourner certaines choses et qui du coup poussent le mondialisme à la faute, c'est-à-dire le laisse aller jusqu'à un certain point et après retourne sa force contre lui. Vous évoquez une coalition internationale qui se serait formée pour contrecarrer les plans de ce gouvernement mondial, de l'idéologie mondialiste, mais cette coalition internationale, on a du mal à la discerner, à prendre conscience de son existence. Je pense que déjà, elle est à la fois invisible, parce que on travaille sur des choses qui sont très sensibles et très secrètes, mais à la fois elle est visible à travers la déroute du mondialisme. C'est-à-dire, on a parlé là du Covid, parce que je rappelle que le Covid, normalement, déjà, il n'y aurait pas eu la victoire de Trump. Le projet au départ, c'était 8 ans d'Obama et 8 ans d'Hillary Clinton, avec une guerre contre la Russie sous la présidence d'Hillary Clinton. Donc là, on a eu le Covid, qui a duré moins longtemps que ce qui était prévu, a priori. Ensuite, on a eu la guerre en Ukraine. Là, on voit que les forces de l'OTAN sont en train de se prendre une rouste absolument mémorable, et qu'en fait, la guerre en Ukraine a à la limite plus renforcé la Russie. En tout cas, elle a déjà eu des gains territoriaux extraordinaires. Ça a poussé à l'émergence des BRICS. On voit le dollar qui est en grande difficulté, notamment un élément sur lequel je voudrais insister, qui date de cette année, c'est la fin du pétrodollar. C'est-à-dire l'Arabie saoudite s'est détachée, alors qu'on sait le rôle central du lien entre la CIA et la dynastie saoud, s'est détachée de l'orbite américaine et mondialiste et commence à commercer directement avec la Chine, à vendre du pétrole en direct à la Chine. En yuan, etc. Donc ça, c'est des événements qui ne peuvent pas être, qui ne sont pas douteux, qui sont factuels et qui, pour moi, illustrent en tout cas l'émergence de la perte de l'hégémonie, en tout cas. Vous évoquiez tout à l'heure, Stanislas Berton, l'existence d'un agenda 2030. Qu'est-ce que c'est ?
Qui a lancé cet agenda? Ça, c'est l'évolution du projet mondialiste donc, qui date du 18e, 19e, c'est sa forme contemporaine, et c'est ce qu'on décrivait au début de cet entretien, l'aboutissement du projet mondialiste, c'est-à-dire la gouvernance mondiale, la liquidation, enfin la neutralisation de tous les rivaux du projet mondialiste, donc les derniers grands pays souverains, c'est la société de surveillance régénéralisée, donc tout le monde pucé, tout le monde surveillé par des algorithmes, la fin de la propriété, etc. Donc vous voyez, on a l'impression que ce projet continue d'avancer, mais on a l'impression aussi qu'il est en train de subir aussi certains revers. Donc le mondialisme ne serait pas aussi puissant qu'on pourrait l'imaginer ? En tout cas, c'est ce qu'il essaye de faire croire, puisque là, on parlait de guerre hybride. La première chose à la guerre, c'est de démoraliser votre adversaire et de lui faire croire qu'il n'a aucune chance de gagner. Non, le mondialisme est en train, en tout cas, d'être mis en échec sur sa volonté globale. La question, c'est qu'est-ce qui se passe en Europe et qu'est-ce qui se passe en France? Là, c'est ça la question. Est-ce que le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, qui se sont quand même fait mettre dehors par les talibans avec des moyens... Alors, on sait que les talibans sont des guerriers redoutables, mais ils ont quand même, les Américains ont quand même reculé et sont partis la queue basse, quoi. Exactement, ils sont partis la queue basse. Vous faites bien de l'évoquer. Après avoir dépensé des dizaines de milliards. Exactement. Donc là, on peut tout à fait dire que c'est aussi un revers qui a été infligé au mondialisme. Mais il y a un élément qui est en train de se passer à l'heure même où nous parlons, c'est la déroute qui est en train d'être infligée à la marine américaine par les rebelles dits Houthis dans la mer Rouge, avec quand même des porte-avions et des frégates qui sont en train d'obliger de faire marche arrière parce qu'ils se prennent des missiles, ils n'arrivent pas à se ravitailler en munitions. J'ai posté aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a un navire pétrolier qui a échoué, donc il y a tout un groupe naval avec un porte-avions qui ne peut plus être ravitaillé en carburant, et ça personne n'en parle, et aujourd'hui les Houthis contrôlent la mer Rouge. Donc les États-Unis qui se veulent le gendarme du monde ont perdu le contrôle d'une mer stratégique parce qu'il y a le canal de Suez, et il y a l'enjeu derrière, c'est tout le ravitaillement, notamment d'Israël. Comment ça les rend, les tenants du mondialisme, de voir que la situation pourrait leur échapper ? Est-ce qu'ils sont en train d'adapter leur plan ? Alors je pense qu'ils ont à la fois, en fait ça dépend à quelle échelle on se place, c'est-à-dire qu'à l'échelle globale, c'est ce que je disais, ils sont obligés d'accepter qu'il y a une multipolarité qui se met en place. Mais le contre-coup de ça, c'est qu'ils sont en train de se crisper sur le dernier bastion qui leur reste, qui est l'Europe, et au sein de l'Europe, qui a la France. Et là, c'est là où ça devient compliqué, parce que ils perdent d'un côté, mais justement, ils se crispent sur ce qui leur reste. Et qu'est-ce qui se passe en France ? Expliquez-nous un petit peu ce qu'on peut, en France, voir de nos yeux sur ce plan mondialiste. Ce qu'on voit de nos yeux, alors là, c'est un vrai festival. On voit par exemple ce qui se passe notamment à l'école, la volonté de pervertir les enfants avec cette éducation sexuelle absolument délirante dès l'école primaire. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Mais vous l'avez vu, vous avez des enfants. Est-ce que vous avez vu de vos yeux ce système se mettre en place ? Bien sûr, moi j'ai des témoignages, j'en ai même posté sur les réseaux sociaux, même des gens que je connais personnellement qui ont eu leurs enfants qui sont en 6e, en 5e. On leur a demandé de définir leur identité de genre, de faire des curseurs, est-ce qu'ils se sentaient plus ou moins hommes, plus ou moins femmes. Hier, je suis passé chez un média de vos confrères où il y a le Goncourt des lycéens, où il y a une dame qui a lu ce qu'on fait lire à des enfants, c'est de la pornographie. Donc ça, c'est un exemple. On voit aussi qu'il y a récemment là, le fédéralisme européen qui est en train de se mettre en place. Là, il y a un texte qui a été voté récemment, l'Europe qui donne des pouvoirs, d'ailleurs qu'elle n'a pas par les traités, à la Commission européenne. Donc on est en train de dissoudre encore plus les nations. Oui, on voit que l'Allemagne et la France sont dans une situation très difficile, l'une et l'autre. L'Allemagne est en récession économique. La France, on connaît un petit peu, il y a une dette qui explose et une crise politique. Est-ce que ça ne serait pas pour eux le bon moment d'instaurer ce dont ils rêvent depuis des années, c'est-à-dire de créer les États-Unis d'Europe ? Mais exactement, mais ils vont instrumentaliser ces crises. Et puis, il y a un dernier exemple que je voulais vous donner, c'est bien sûr ce qui s'est passé au niveau politique. C'est-à-dire qu'il y a une situation quand même où, en fait, pendant les élections, le chef de l'État n'a pas du tout tenu compte du résultat des élections. On avait déjà eu un avant-goût avec le traité de Lisbonne, où les Français avaient dit non, il est revenu par la fenêtre. Maintenant, je pense que beaucoup de Français prennent conscience, c'est que en fait, les enfants croient au Père Noël, les adultes croient aux élections, quoi. Alors, d'un point de vue un peu plus économique, vous dites qu'il est quand même encore assez facile de dénoncer les excès du capitalisme financier, mais
il est à vos yeux difficile, en tout cas nous on essaye de le faire, de porter la critique jusqu'aux banques centrales. Quel est leur rôle schématiquement ? La banque centrale, c'est le cœur du réacteur nucléaire du pouvoir mondialiste. C'est la capacité de créer de la monnaie et dans le système moderne actuel, de créer de la monnaie à partir de rien, c'est-à-dire on appuie sur un bouton sur un ordinateur, on crée de l'argent virtuel et avec ça on va prêter cet argent aux États et on va toucher des intérêts. Donc c'est un mécanisme et on va acheter des choses dans le monde réel, par exemple des terres agricoles, des entreprises, etc. Donc c'est un mécanisme à la fois d'endettement des États, d'asservissement des peuples et d'augmentation quasi infinie de la richesse des gens qui contrôlent cette création monétaire. Et d'ailleurs, il y a une citation absolument remarquable du fondateur de la dynastie Rothschild, enfin d'un des fondateurs, c'est Nathan Rothschild, qui disait dès le XVIIIe « Je ne me soucie guère de quelle marionnette est assise sur le trône d'Angleterre, qui contrôle la masse monétaire, contrôle l'empire, et je contrôle la masse monétaire. » Voilà, tout est dit. Je crois que c'était Meyer Amschel Bauer, le patriarche de la... Ah bon, moi j'ai il me semble. C'est où Nathan. Je me fiche de qui contrôle la monnaie, de qui fait les lois pourvu que ce soit moi qui fasse la monnaie. Exactement. Donc c'est la même idée. Et si vous voulez, c'est ça le sujet, c'est-à-dire qu'on peut parler de tout, on peut parler de la souveraineté, on peut parler de qui au pouvoir. La question, c'est qui contrôle la monnaie, qui contrôle l'argent. Et d'ailleurs, on parlait des BRICS. Les BRICS ont tout à fait conscience de ça, puisqu'ils sont en train déjà de créer leur système de paiement alternatif donc pour rivaliser avec le système SWIFT. Ça, c'est pour les échanges internationaux. Mais par exemple, la Banque centrale, en Russie, c'est plus compliqué, mais la Banque centrale de Chine est sous le contrôle du Parti communiste chinois, elle est sous le contrôle du politique. Donc elle est entièrement contrôlée par le pouvoir politique. Et c'est ça qui a permis notamment ce développement économique spectaculaire de la Chine, parce que la Chine, puissance souveraine aujourd'hui, contrôle sa création monétaire. Certains parlent à court terme ou à moyen terme de la création d'une monnaie des BRICS. Est-ce que c'est pas quelque part aussi une forme de mondialisme de vouloir supplanter le dollar, voire même de le faire se supprimer lui-même? Alors, il y a une chose, ça c'est un débat, est-ce que les BRICS sont vraiment une alternative au système mondialiste? Ça c'est un vaste débat. Il y a une chose qui est certaine, c'est que de toute façon aujourd'hui on est dans une économie qui est globalisée. Ça c'est les échanges sont développés, donc il faut des structures financières et des instruments monétaires qui permettent de gérer ce volume d'échanges. Par exemple, c'est impossible aujourd'hui, vu les volumes, de rester avec de l'argent, de s'échanger des pièces d'or, des choses comme ça, des choses physiques. Il faut que ça soit numérique. Donc je pense que le raisonnement des BRICS, c'est de dire de toute façon il faut que ces instruments existent parce qu'on en a besoin concrètement, donc autant que ça soit contrôlé par quelqu'un d'autre que ce système mondialiste qui domine le monde depuis au moins 3-4 siècles. Donc voilà. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, il y a toute une partie du monde qui est en train de basculer dans l'orbite des BRICS, mais c'est encore très loin d'être le cas pour la zone euro, pour les États-Unis, etc. Donc il y a quand même, la seule différence, c'est qu'il y avait une volonté hégémonique. Maintenant, il y a plusieurs acteurs qui se sont assis à la table. Donc la teneur de la discussion a changé. Mais est-ce que les BRICS adhèrent à cette idéologie d'un gouvernement mondial, oui ou non ? Alors non, en tout cas, moi je ne le pense pas, et c'est pas ce qui ressort de leurs déclarations. Alors, on peut dire, est-ce que c'est des déclarations dignes de foi ? Mais on a vraiment l'impression qu'ils défendent, en tout cas dans leurs actes et dans leurs paroles, la souveraineté des États. Je vais prendre un exemple. Certains disent, regardez, Vladimir Poutine, il est dans le camp du nouvel ordre mondial, etc. Dans son discours du Val-d'Aille, il rêve d'une union allant de la Russie jusqu'à l'Europe, et, dit-il, tout cela chapeauté par une structure supranationale comme on l'a en Europe avec l'Union européenne. Voilà, ça oui, mais ça serait au bénéfice de la Russie. Donc, je veux dire, de son point de vue de Russe, c'est intéressant. Mais moi, pour prendre, entre guillemets, sa défense, par exemple, Vladimir Poutine intervient en Syrie. On sait que faire tomber la Syrie de Bachar al-Assad, c'était un projet qui était voulu par les Américains et qui sont le bras armé du mondialisme. La Russie intervient en 2015 pour empêcher que la Syrie tombe et met un coup d'arrêt au projet mondialiste dans cette région. Donc là aussi, il y a quelque chose de concret. La souveraineté de la Syrie a été protégée. Donc et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, il y a vraiment une attaque sur la Russie et la Russie se défend et en paye quand même aussi les conséquences. Donc
Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour terminer sur ce point qui est très important, il faut pas oublier, il faut pas parler de blocs, parce qu'au sein de la Russie, comme au sein de la Chine, comme au sein des États-Unis, oui, il y a des divisions. Il y a des divisions, il y a des factions. Les BRICS ne sont pas un bloc uni. Mais même au sein des pays, c'est-à-dire même au sein de l'armée russe, au sein de l'armée américaine, il y a des factions nationalistes, il y a des factions patriotes, il y a des factions mondialistes. En Chine, il y a les mondialistes chinois comme il y a les nationalistes chinois. Et tout ce monde-là, en fait, c'est des rapports de force qui évoluent en permanence. Il y en a qui se font arrêter, il y en a qui sont neutralisés, il y en a qui se rallient, il y en a qui changent de camp. Donc c'est en tension. C'est très mouvant. Voilà, c'est en tension permanente. Donc parler de la Russie, de la Chine, des États-Unis comme des blocs, même au sein de l'Église d'ailleurs, hein, entre les modernistes, les tradis, ceux qui défendent le pape, ceux qui pensent que le pape est peut-être un faux pape, etc. Il y a toute cette complexité et c'est pour ça qu'il faut éviter de réfléchir en bloc absolu, parce qu'il n'y a pas, ces blocs absolus n'existent pas. Alors vous pensez qu'une catastrophe pourrait se produire dans les temps à venir et que cela ouvrira les yeux de ce que vous appelez les endormis? À quel genre de catastrophe on peut imaginer? Alors déjà, je précise que je n'appelle pas cette catastrophe de mes voeux, hein, parce qu'il faut éviter, il ne faut pas chercher le chaos. Hein. Ça, c'est les mondialistes qui veulent recréer l'ordre à partir du chaos. Mais il y a quand même des éléments concrets qui peuvent nous mettre sur cette piste. C'est déjà l'effondrement économique, en tout cas je parle en Occident. C'est-à-dire qu'on est... toute notre richesse, enfin une bonne partie de notre richesse est fictive. Donc à un moment, on va revenir au réel. Et peut-être que on a des dettes absolument colossales. Ces dettes, elles ont des créanciers. Donc peut-être qu'à un moment, nos créanciers vont dire attendez, cette dette, maintenant, il faut qu'on récupère. Et c'est ce qu'on voit avec, là, il y a les discussions autour du budget, du vrai déficit de la France. Aux États-Unis, c'est encore pire. Donc moi, je pense que s'il y a un retour au réel qui va avoir lieu, c'est par le biais de l'économique et du financier. Mais ça peut être aussi sur le plan militaire. Peut-être qu'on va franchir la ligne rouge et que Vladimir Poutine va tirer des missiles supersoniques et neutraliser certaines infrastructures en France, en Angleterre ou en Allemagne. Ça, c'est aussi une possibilité, et plonger le pays dans le chaos avec quelques frappes bien ciblées. Surtout dans un pays centralisé comme la France, ça peut faire très très mal. Vous semblez dire, en tout cas on peut lire entre les lignes, que vous pensez que le projet mondialiste est déjà mort. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut organiser une forme de riposte, ou alors, voyant qu'il est complètement acculé, prendre tous les risques et commettre le pire? Ça, c'est en effet une option. Je pense, on l'a dit plusieurs fois dans cet entretien, je pense qu'en tout cas sa volonté d'hégémonie a été mise à mal. Je pense qu'il a la politique de la terre brûlée, c'est un vrai risque. Je pense que s'il y a des gens qui se battent vraiment contre lui, je pense qu'ils ont intégré ce risque dans leur calcul. Après, moi, l'analyse que je donne dans mon livre, c'est que là, on est en train de faire le ménage strate après strate. C'est-à-dire que l'analyse que je donne, c'est qu'entre 2017 et 2020, le haut de la pyramide a été vraiment décapité. Et en fait, année après année, on descend et on nettoie les couches intermédiaires. Donc là, on est plutôt dans les couches un peu plus basses et on est en train de finir le ménage. Alors après, quelle forme ça prend? Moi, je suis très attentif à toutes les arrestations qui se passent. Aujourd'hui, par exemple, il y a le maire de New York, qui est un corrompu membre de nombre de sociétés secrètes, qui vient de se retrouver mis en examen au niveau fédéral pour des choses de corruption. Donc on commence à voir même des élus locaux qui commencent à perdre l'impunité qu'ils avaient jusque-là. Donc c'est un exemple parmi vraiment beaucoup d'autres. Et je pense que ça, ce sont encore des manifestations visibles de cette guerre qui se déroule en coulisses. Si le projet mondialiste, et ça sera ma dernière question, Stanislas Berthon, venait réellement à tomber, quelle serait la suite des événements pour les peuples? Alors, déjà, c'est propre à chaque peuple, c'est qu'est-ce que chaque peuple va faire, parce que je pense que c'est une erreur d'attendre un sauveur, que ce soit le Trump aux États-Unis, Poutine c'est chaque peuple déjà doit se libérer par ses propres moyens, ne pas attendre que le salut, on peut s'appuyer sur des alliés, mais le gros de l'effort doit porter sur nous. Et en France, c'est très simple, si on veut libérer la France, il y a deux choses fondamentales à faire, c'est la fin des banques centrales, c'est retrouver le contrôle sur notre souveraineté monétaire, et c'est la fin des partis politiques. Tant qu'on aura des partis politiques, vous parliez au début de cet entretien sur la division entretenue par le mondialisme, la division du corps politique français en partis politiques, c'est depuis la Révolution française la façon que le mondialisme utilise pour garder son pouvoir. Pendant qu'on se bat au niveau électoral, ceux qui tirent les ficelles sont en haut et eux ne changent pas. Donc, mais est-ce que les Français doivent s'organiser pour les mettre à bas, ces banques centrales ou ces partis politiques, ou est-ce que, vu comme ils sont bien embarqués, est-ce que les Français ne devraient pas attendre qu'ils s'autodétruisent par eux-mêmes?
Mais c'est les deux, c'est-à-dire qu'ils vont s'autodétruire, mais parce qu'on va les y aider, qu'il va y avoir une poussée dans ce sens et il faudra saisir le... Comment s'organise-t-elle cette poussée? Comment pourrait-elle s'organiser? Elle s'organise tout simplement par la pression des acteurs extérieurs. C'est là où des pays comme la Russie, comme la Chine sont intéressants, parce que eux, comme le système est global, l'attaquer, c'est en fait le faire tomber au niveau global. Donc tout d'un coup, ça libère une énergie, ça libère une opportunité pour les peuples, mais il faut que les peuples ne soient pas passifs et agissent pour la saisir. C'est ça ce qu'il faut réussir à faire. Et il faut que les Français aient conscience de ça, et les Français doivent avoir conscience des enjeux et placer leur confiance et mettre leur énergie au service justement de coups qu'ils vont porter. Ne pas faire des coups dans l'eau, ne pas aller sur des faux sujets en fait, qui ne mettent pas en danger le système mondialiste. Et surtout, vous savez que c'est un de mes chevaux de bataille, il y a la question toujours spirituelle qui est au centre de tout, c'est est-ce que les Français vont remettre leur confiance en Dieu? Parce qu'on a évoqué ça, le projet mondialiste, c'est un projet qui vise à couper l'homme de Dieu, à le faire transgresser toutes les limites. Est-ce que les Français vont avoir l'humilité de dire on ne va pas s'en sortir seul, on a besoin de l'aide de Dieu? Et ça, c'est un vrai sujet, et je pense que c'est peut-être le sujet le plus difficile de revenir sur ça après des siècles de rejet du divin. Je pense que les Français ont sans cesse l'impression d'être toujours plus au creux de la vague. Est-ce que vous êtes optimiste, vous? Je suis très optimiste, ne serait-ce que parce que je suis un chrétien et que je crois que le Christ a gagné. Mais je crois aussi, c'est pas seulement de la foi, c'est aussi le travail d'analyse que je fais et que j'essaye de restituer dans mes livres. Et oui, il y a des choses qui se passent qui donnent d'espoir, mais il va falloir se battre. Et il va falloir se battre, et il va falloir sortir de son confort, et il va falloir prendre des risques, et il va falloir faire des sacrifices, parce que cette vie, dans ce monde, on est dans un monde de lutte, de combat, et rien n'est obtenu sans effort et sans lutte.